Bonjour à tous, ici Julien Trussard de chez Pépinière Trussard et Oliva Horticulture. Bienvenue à notre nouvelle série de balados où on reçoit des entrepreneurs à succès qui nous inspirent dans le domaine horticole. Bonne écoute! Alors, salut Mathieu. Salut Julien. Comment ça va? Ça va super bien, content d'être ici. Chez nous, probablement ton invité qui vient du plus proche de ton studio d'enregistrement, à 5 minutes de chez nous, c'est parfait. Tu aurais pratiquement pu venir à pied, mais là, c'est ça. J'aurais pu. Et voilà. Donc, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Comme tu sais, on fait une série de podcasts pour recevoir des entrepreneurs qui nous inspirent et qui nous amènent à nous dépasser. Puis ton nom, il est venu automatiquement dans nos équipes. Tout le monde avait automatiquement le nom de Mathieu Poirier et de la grande famille Dion qui venait automatiquement sur place. Donc, pour comme juste mettre la table, veux-tu nous expliquer un peu l'historique de la famille? On va parler aujourd'hui plus du actuel que du passé, mais peut-être juste mettre la table pour que tout le monde soit à la même place sur, tu sais, t'es qui, tu fais quoi, tu manges quoi? Je sais que c'est ta question préférée, tu manges quoi? Oui. Mais tu sais, d'y aller vraiment sur qu'est-ce qui te définit toi, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ta responsabilité dans le business, puis de où vous venez toute la famille Dion. C'est une question qui pourrait me partir longtemps, mais on va y aller une étape à la fois. Vas-y. Mathieu Poirier, je suis président de Jardin Dion depuis 2019. Jardin Dion, une entreprise hyper familiale. On fête 72 ans cette année. Donc, on est très fiers. On est en horticulture depuis très longtemps. Mon grand-père a fondé l'entreprise en 1954 avec son frère Guy. Parti pratiquement de rien, roulait des gazons avec un rouleau, faisait de l'aménagement paysager. À un moment donné, avait des surplus de végétaux. Commençait à vendre ses surplus de végétaux dans son garage, comme toute bonne start-up. Parti dans son garage, vendu ses plantes. Au passant, en 1954, il n'y avait pas de marché d'horticulture. Là. Écoute, il y avait des Prunus Stena puis des potentilles. Puis donc, l'entreprise a parti de pas grand-chose, une croissance pendant plusieurs années. Puis là, l'histoire de l'entreprise, je pourrais t'en parler longtemps. Nos parents ont pris la relève dans les années 80. Moi, j'ai commencé à travailler en entreprise familiale quand même très jeune. Là, je te dirais à l'âge de 10, 12 ans, déjà, on allait courir dans le centre de jardin. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi à côté du centre de jardin. Dans ma cour, j'avais une serre, j'entendais l'intercom. Puis la cour de vrac, le dimanche matin, ça me réveillait. Tu sais, quand j'essayais de dormir à 7 heures le matin, on entendait le 3/4 net dans les trailers des clients. Fait que bref, pas mal toujours été dans le domaine. J'ai étudié, tu sais, école secondaire, cégep, j'étais allé à Lionel Groux en logistique de transport, puis j'aimais pas ça, c'était très remplissage de papier, puis les incoterms, j'aimais pas ça. J'étais allé à l'LTA de Saint-Hyacinthe en horticulture, puis un peu poussé par ma famille, mes parents. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre du domaine, puis de l'horticulture. J'ai fait un certificat en gestion de commerce de détail au HEC, toujours en travaillant, fait que je l'ai fait sur 4 ans, mon certificat. J'ai toujours travaillé à temps plein. Là, pour vrai, là, je pense que j'ai un bac en Jardin Dion. Là. Ça fait longtemps qu'on est là. Puis j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi dans les dernières années pour devenir président de Jardin Dion en 2019. Puis je suis aussi un papa de 4 enfants. Quand même important de souligner, si jamais ma blonde écoute pour pas qu'elle soit fâchée. Écoute, je suis papa de 3 enfants, fait que je te comprends c'est quoi la réalité d'entrepreneur. C'est une grosse partie de ma vie, honnêtement, les 4 enfants là, avec le travail et tout ça. Fait qu'on, c'est ça, on en est là. Cool. Puis t'es-tu tout seul à être actionnaire de Dion? Non, Jardin Dion, on est 4 co-actionnaires maintenant. Hélène Dion, Caroline Dion, qui sont mes cousines. Maxime Champagne, qui est un employé qui travaillait avec nous depuis qui était jeune, puis qui a vraiment gravi les échelons un par un, puis qui a vraiment fait son chemin chez Jardin Dion, qui s'est rendu indispensable. Puis quand on a fait la transition entre la 2e et la 3e génération, bien là, Maxime, on l'a attaché au niveau de l'actionnariat avec nous. Puis je te dirais que ça a été probablement la meilleure décision d'affaires qu'on a prise. Aujourd'hui, l'aménagement paysager représente plus de 50% du chiffre d'affaires de Jardin Dion global. Donc, maintenant, on a 4 points de vente au détail, Jardin Dion. On a un centre de distribution, centre de production. Puis l'aménagement paysager représente plus de 50% des ventes par rapport au reste du réseau. Donc, c'est Max qui a vraiment scalé ou fait exploser les ventes de sa division. Donc, 4 associés très complémentaires, je te dirais. Puis dans ton partie paysagiste, tu vends-tu du pavé aussi? Non. Fait que ton pavé il est juste pour la partie du paysagement à vous autres? Oui, on ne vend pas de pavé, on en installe. C'est ça, vous en installez pour vous autres? Oui. Fait qu'on en installe. Puis au paysagiste, on a un centre de distribution. On vend principalement des végétaux. Ouais. Si tu veux, je peux te dire un peu ce qu'on fait, Jardin Dion. C'est principalement 3 grandes divisions qui pourraient être vraiment 3 entreprises distinctes. On garde dans la même entreprise pour diverses raisons, mais ça pourrait vraiment être 3 entreprises. Donc, le centre de distribution puis le centre de production qu'on met dans la même
division qui est gérée avec ses états financiers internes, puis qui est une première division. La deuxième, c'est vraiment les points de vente au détail, les jardineries, que maintenant, on a 4 points de vente au détail. Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Lacs qui sont plus des centres de jardin conventionnels, je te dirais, des entreprises quand même plus grosses. Point de vente Express à Mirabel, qu'on a ouvert il y a 2 ans. Donc, centre de jardin Express Cédrière à Mirabel, qui est aussi de la vente au détail. Puis, tout nouveau, printemps prochain, sur notre site de production à Blainville, on ouvre ce qui va s'appeler la ferme horticole Dion. Donc, 4e point de vente au détail où là, on va faire une expérience plus agro-touristique un peu. Il va y avoir des poules, des modules de jeux pour enfants. On va vendre du blé d'Inde. Donc, ça, c'est la 2e division. Puis la 3e, c'est l'aménagement paysager. OK. Aménagement et entretien paysager qu'on fait. Donc, dans le groupe, on est à peu près 225 employés au printemps quand même. Donc, une belle grosse gang. Non, c'est impressionnant de voir la progression que vous avez faite, puis de ne pas prendre une relève d'entreprise pour dire, bien, on va continuer là-dedans parce qu'il y a du confort, mais dire, on va la réimaginer, on va y repenser. Puis vous avez fait des décisions en termes de production, de faire des choix, de décider d'aller vers la production, de bouger. Puis c'est quand même vraiment cool, puis on va revenir à ça après, mais là, tu disais, vous êtes 4 partners. Ouais. Êtes-vous 4 qui faites la même affaire? Tout le monde fait un quart de la business? Vous faites ça comment? Non, on est super complémentaires. Moi, je suis président, donc je chapeaute un peu comité de direction. Je te dirais président, chef de la direction un peu. Donc, on a un beau comité de direction. Puis, je chapeaute les divisions de production et les centres de distribution et les projets spéciaux. Okay. Comme Mirabel, la ferme horticole, là, c'est moi qui m'en occupe beaucoup. Nice. Hélène, vice-présidente de jardinerie. Donc, tout ce qui est les centres de jardin est chapeauté par elle. Puis elle a Martin qui est directeur général des jardineries aussi, qui est dans son équipe, qui est super bon. Maxime qui dirige toutes les divisions d'aménagement paysager. Puis Caroline Dion, ma cousine, est comptable agréée, donc elle est VP Finance du groupe. Donc elle, chez nous à l'interne, on appelle ça les services corporatifs. Là. Elle chapeaute tout ce qui est RH, marketing, TI, finance. Ouais. Puis tout le monde, on est super complémentaires, honnêtement, au niveau des compétences puis au niveau des personnalités aussi. Tu sais, Caro, comptable plus cartésienne, puis la fille de chiffres, moi, je suis super créatif, puis j'ai plein d'idées, mais tu sais, je vais voir Caro dans son bureau, puis je dis, on pourrait faire un centre de jardin à Mirabel, c'est bord de l'autoroute, j'ai une idée, on va... puis tu sais, elle va dire, combien ça coûte, tu sais, peux-tu mettre ça dans un fichier Excel? Party pooper. Mais tu sais, elle a raison, on est super complémentaires, puis Hélène puis Max, c'est du monde, des fonceurs... Des rouges là, dans les profils psychométriques. Là. Fait que, tu sais, il y a un coup que la structure, le rêve est fait, puis que la structure comptable est faite, puis le financement est élevé. Mais là, tu demandes à Maxime puis Caroline d'opérer, là, ça opère sur un moyen temps. Fait que, on est complémentaires, puis on s'entend bien aussi. On s'entend super bien. Les 4, avez-vous fait pratiquement votre carrière au complet chez Dion ou il y en a qui ont bougé un peu? On a, Caroline, comme CPA, elle a fait ses stages là, obligatoires. Ouais. Puis suite à ça, elle est revenue avec nous. Mais tu sais, moi, Hélène et Caro, ça fait très longtemps qu'on est là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même cool de voir à quel point vous avez été capable d'évoluer dans le business puis de vous trouver un spot qui était votre place, votre X, votre carré de sable que vous avez du fun dedans. Ouais. Tu l'as dit, vous êtes complémentaires, mais c'est cool aussi de voir 4 personnes. Puis tu sais, je sens qu'il y a vraiment une super belle collégialité entre les 4. Vous entendez super bien. On va se parler tantôt de ton comité de direction parce que je pense que vous avez mis de quoi en place qui est vraiment cool puis qui est vraiment... je ne vais pas dire novateur, mais qui est très structuré pour la moyenne des ours dans notre industrie. Nous, on regarde beaucoup ce que vous faites, fait que c'est cool à voir vraiment. Fait que là, tu parlais des différents secteurs d'opération, là, vos 3, je vais dire divisions, là, je ne sais pas si on peut les appeler de même, là, mais ces 3 divisions-là. Comment tu vois le marché actuellement avec ces 3 divisions-là? Tu vois-tu une évolution? Tu vois-tu qu'il y en a qui sont, mettons, centre jardin, c'est où? Puis, je te pousse un peu dans une direction parce que moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est votre analyse du dollar de revenu par pied carré de détail, où est-ce que vous investissez dans le détail puis vous êtes des maîtres de maximiser le dollar de revenu par pied carré. Fait que comment tu vois un petit peu le marché, comment tu vois où est-ce qu'on s'en va, puis voilà. Ouais. Je te dirais, je peux commencer par les ventes commerciales. C'est sûr que c'est très, très compétitif. Nous, on est producteurs d'arbres de calibre, fait qu'on est allé chercher un créneau au niveau des arbres de calibre, mais on se positionne vraiment plus comme distributeur que producteur. Okay. Fut un temps où on voulait tout produire ce qu'on vendait, puis on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement la bonne formule pour nous, fait qu'on veut être des très bons distributeurs.
Surtout Rive-Nord de Montréal, on a essayé d'aller sur la Rive-Sud, Québec, tout ça. Je pense qu'on n'est pas un assez gros joueur au niveau de la production pour faire des ventes commerciales partout au Québec. Puis il faudrait trop augmenter nos volumes de production, on ne veut pas aller là. Donc on s'est dit distributeur Rive-Nord de Montréal, on est heureux avec ça. Le marché, c'est sûr, les instances gouvernementales investissent un peu moins là, ces temps-ci. Le réchauffement climatique quasiment rendu une fake news là, pour certaines personnes. Fait que c'est sûr, puis le contexte économique actuel est plus difficile, donc on sent que les gouvernements investissent moins. Fait que on fait du privé, puis on a quand même une belle clientèle paysagiste qui ont des belles jobs, puis tout ça. Au niveau de la vente au détail, au niveau des jardineries, le marché, c'est sûr que ça change, mais les jeunes, je sens que les jeunes aiment quand même le jardinage, donc c'est cool. On sent quand même un rajeunissement de notre clientèle. Mais des produits comme la pépinière, nous, à Sainte-Thérèse, on vendait énormément de produits de pépinière, des arbres, mais ventes d'arbres, c'est l'hécatombe, là, c'est vraiment en baisse, en forte baisse. Mais tu sais, les vivaces, les annuels, le potager, ça, c'est encore en croissance. Fait que tu sais, il faut suivre le marché puis ajuster l'assortiment de produits selon le contexte. Puis il y a le contexte économique, mais aussi géographique. Où, à Sainte-Thérèse, où on est, le marché, il n'y a plus de nouvelles constructions, fait que c'est des réaménagements. Donc, les gens ne replantent pas des arbres ou des vivaces. Des vivaces, oui, un peu plus, mais la pépinière est en baisse. Fait que c'est ça. C'est important de suivre un petit peu les tendances puis tout ça. En aménagement paysager, c'est ça aussi, ça va super bien. On fait du résidentiel, surtout haut de gamme, puis géographiquement, on s'en va un peu plus vers le nord aussi. Fait qu'on essaie toujours de suivre le marché, puis être à l'affût des opportunités. Là. Bien, puis je pense que c'est un peu ça avec votre Dion Express à Mirabel, le fait d'avoir la cidrière-là. Il y a plus de nouvelles constructions dans ce secteur-là que dans le coin de Blainville, j'imagine. Oui, absolument. Puis la localisation est vraiment bonne. T'sais, une force qu'on a, Jardin Dion, c'est notre réseau de distribution. Les 4 points de vente dans les Laurentides, Basse-Laurentides, sont stratégiquement bien localisés. Fait qu'on est capable d'aller couvrir un territoire puis de faire des offensives marketing quand même qui ont un impact dans notre région, puis vraiment d'être positionné comme un leader dans les Laurentides puis les Basses-Laurentides. Puis mettons, comment vous faites votre démarchage de clients? Parce que vous avez quand même une équipe marketing qui s'occupe de tout de A à Z, ou c'est dans chacune des business, excusez-moi, des divisions, pas business unit, mais division qui a votre marketing qui est propre? Parce que vous êtes quand même une grosse machine, la quantité d'employés que vous avez. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'eau moulin. Votre réputation est là. C'est sûr que le monde débarque par votre réputation. Mais comment vous fonctionnez un peu pour on a une direction marketing. On a une directrice marketing puis une graphiste à l'interne. Donc, on fait la stratégie pour chacune des divisions. Mais l'hiver, c'est des choses auxquelles on réfléchit. On va s'assurer c'est quoi la stratégie par division. Après, on regarde si on a les ressources à l'interne pour livrer ou si on va donner des mandats à l'externe. Puis je te dirais qu'on n'a pas le choix de donner des mandats à l'externe. Mais c'est pas simple chez nous, le marketing, honnêtement. On fait tellement de choses différentes. Ouais. C'est tout le monde a son idée. C'est sensible, le marketing. Hein, c'est ta marque de commerce. C'est un sujet qui vient nous chercher. Puis c'est pas toujours simple, honnêtement. Fait ça amène des belles discussions. Puis... mais on réussit. Chez nous, la clé, ça a été vraiment d'avoir une directrice marketing qui est là et qui est capable de trancher entre la vision qui peut être différente entre un actionnaire ou l'autre. Puis elle siège au comité de direction? Oui. OK. Oui. Qui siège ton comité de direction? Vous 4 comme actionnaires? On est nous 4. On a le directeur du magasin à Sainte-Anne-des-Lacs qui s'appelle Patrick. Direction RH, marketing, TI. Pas mal ça. 8-9, mettons? On est 9. 9, OK. Ouais. Puis vous voyez à quelle fréquence? On se voit une fois par mois. OK. Puis, on gère beaucoup par division. Fait que, chaque division a son plan d'affaires, ses objectifs annuels, ses objectifs mensuels. Puis, comité de direction, mais on regarde où chaque équipe en est dans ses objectifs, où ils en sont rendus, puis on challenge. Moi, je suis bon là-dedans. Comme, t'as pas atteint ton objectif, mais pourquoi? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Puis... Fait ça amène une synergie puis des objectifs qui sont quand même clairs, alignés sur la vision de l'entreprise. Et nous, on est très axés vers l'expérience client. Là, ces temps-ci, notre vision d'entreprise, c'est d'offrir la meilleure expérience client horticole au Québec. Depuis 2 ans, là, on veut vraiment driver beaucoup par l'expérience client. Fait que, je m'assure que les objectifs de chaque division d'entreprise sont alignés sur l'expérience client. Puis comment vous mesurez votre expérience client? Avez-vous développé des techniques pour bien mesurer ça?
Oui, c'est un chantier qu'on a en ce moment. Puis c'est beaucoup des sondages suite au chantier d'aménagement paysager ou quand on fait des ventes commerciales. Mais là, à la suite de la livraison de la commande, il va y avoir un sondage qui va être envoyé aux clients. Il y a le NPS, le Net Promoter Score, là, qu'on essaie d'utiliser puis d'instaurer. Au magasin aussi, on a des tablettes là, qui genre, suite à la caisse, quand tu as payé ta commande, mais là, tu peux aller sur la tablette puis dire comment tu as aimé ton expérience, qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer ton expérience. Le monde répond-tu? Oui, mais pas assez. On est là-dedans, justement, essayer de trouver des façons. Il y a des codes QR sur les factures aussi. Fait que les clients qui partent, ils ont un code QR qui peuvent scanner. Puis, mais il faut mettre un attrait, je pense, gagner. Il faut se mettre un concours peut-être lié à ça pour vraiment inciter les gens à remplir le sondage. Mais après, c'est une mine d'or d'informations là, quand tu as vraiment un feedback de tes clients, puis ce qu'ils ont aimé, puis surtout ce qu'ils ont moins aimé, là, je te dirais. Là. Ouais. Après, il faut être ouvert à la critique, puis s'il y a des commentaires négatifs qui reviennent toujours sur le même département ou la même... c'est ça. Fait que l'expérience client, c'est important pour nous, vraiment. Cet hiver, là, ce qu'on a fait, on a tout cartographié nos parcours clients. Dans chacune de nos divisions, on a engagé un expert qui est venu, puis on a cartographié vraiment tous les points de contact, mettons, en centre de jardin. Puis je l'avais déjà fait, moi, il y a 5 ans avec l'équipe. Puis, tu sais, j'avais fini à 10 points de contact, mais je suis clairement pas un expert en expérience client. Puis, avec lui, on arrivait genre à 28 points de contact, tu sais, le stationnement, le web, le stationnement, l'accueil, comment qui est exposé à la promotion, le chariot. Fait qu'on a vraiment tout décortiqué ça. Puis tout regarder comment tous ces points de contact-là peuvent être optimales. Puis écoute, ça a été une mine d'or d'informations. Là. Je suis curieux, tu sais, il y a comme 2 mouvements de pensée. Là, je vais appeler ça le free for all. Là, c'est que tu laisses le client un peu libre cours dans le magasin, qu'il fasse lui-même où est-ce qu'il veut aller, puis qu'il fasse le tour. Ou il y a les parcours à la IKEA. Là, nous, mettons, chez Villeneuve, on a pris la logique du parcours. Ouais. Avec votre expert, êtes-vous en train de repenser à ça aussi ou vous allez garder un parcours? On n'a pas de parcours en tant que tel, nous, puis on n'a pas regardé le parcours physiquement. On a regardé beaucoup l'affichage. Ouais. C'est sûr qu'on l'a réfléchi au niveau de l'affichage, mais j'ai pas de tracé en tant que tel où le client est obligé de passer dans chacun des départements. Mais tu sais, un enjeu qu'on a qui est super important, c'est l'accueil. T'sais, quand le client rentre dans le magasin, il faut qu'il soit accueilli puis dirigé parce que c'est grand comme nos aires de vente. Là. Puis le client, il veut pas se promener partout. Il sait pas où les hostas. Là. Non. Fait que ça peut être l'affichage, mais surtout d'avoir des conseillers, vendeurs près de l'entrée qui vont accueillir, qui vont sourire puis qui vont diriger. Puis, tu sais, diriger, c'est pas « va-t'en par là-bas » ou « pépinière, là, t'es là-bas ». Mais non, nous autres, on veut qu'ils fassent les 5 pas avec le client puis qu'ils aillent vraiment le reconduire. Puis, as-tu un peu le même concept à la sortie pour être sûr que, par exemple, les produits complémentaires ont été pris? Tu sais, comment vous travaillez sur des sentinelles dans le magasin? Comment vous travaillez avec ça? Pour les produits complémentaires? Oui, mettons, tu sais, pour être sûr qu'il est parti avec sa mycorhize. Oui, les conseillers vendeurs, ils ont des petites pattes de prescription. Je sais que vous travaillez là-dessus aussi. Fait que ça, nous, on a ça depuis quelques années. Nice. Puis, tu sais, dans les meetings de début de saison, comme là, on est le 2 avril là, qu'on enregistre, puis on est vraiment, tu sais, dans les meetings, les employés sont vraiment obligés, puis les chefs de département sont obligés de faire des suivis avec leur équipe pour s'assurer que quand on vend un arbre, là, ils proposent le tuteur, la sellette, la mycorhize, puis la terre. Puis le conseiller, c'est sa prescription. Quand il vend un arbre, il doit lui calculer combien de mycorhize que ça lui prend. Il doit le proposer, mais sont obligés. OK. Ouais. Malade. Puis, on t'avait demandé de préparer des petites affaires au début pour essayer de me pogner puis savoir me mettre au défi. Là. Fait que je pense que tu as 2 vérités et un mensonge à me tester. Puis ça va nous permettre de faire un petit peu de pouce là-dessus. Fait que, je sais pas si tu vas faire du pouce là-dessus. C'est un peu niaiseux, mes affaires. OK, regarde, les détecteurs de mensonges. La première... Mon grand-père, Wilfrid Dion, fondateur de l'entreprise, a déjà été arraché des cèdres sur un terrain qui lui appartenait pas. Okay. Puis il s'est fait prendre. Puis son excuse quand il s'est fait prendre, c'est que le propriétaire du terrain avait le Parkinson puis qu'il faisait toujours ça, même avec sa tête. Okay. Ça, c'est ma première. OK. Vas-y. Tu me poseras des questions après. Si je vais te poser des questions chacune après. Okay, la deuxième, moi et Serge Dion, qui était président de l'entreprise avec moi, qui est mon oncle aussi, on a déjà ramassé une crotte excrément humain sur la table de la maison des Mexicains. Un tableau. OK.
Écoute, tu savais pas où j'allais t'amener. Hein? Non, sérieusement. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'à chaque affaire que tu me dis, ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé dans notre business. Ouais. Fait que je te dirai après. OK. Bon, tu peux le dire en nom si tu veux. Non, je te dirai après. Ce qui se raconte. Puis la troisième, c'est qu'au Jardin Dion, on est 12 membres de la famille Dion sur le plancher de vente au printemps. OK. Ben, ça me fait penser, tu sais, mettons, chez nous, on s'est fait voler des cèdres l'année passée, des smaragdes dans le champ. Nous, c'est un poulet qu'on a retrouvé sur un poulet complet qu'on a retrouvé, un poulet cru, là, mais qui avait passé la journée sur la table des employés, puis il a fallu qu'on fasse une espèce d'indication sur sa salubrité, que c'est peut-être pas la meilleure chose d'aller essayer un poulet complet sur c'est ça. Puis nous, on est 2 trussards chez Pépinière Trussard. On est Claude puis moi. Mais attends, je vais essayer de déceler... boy, j'ai tellement pas vers où aller. OK. La terre du voisin. C'est un voisin? C'était pas un voisin, okay. C'était un terrain dans la région où il y avait des. Puis il s'est fait pogner par le propriétaire ou par quelqu'un? Il s'est fait pogner par la fille du propriétaire. Okay. Il est arrivé, puis il a dit ben, tu sais, mon grand-père, la notion de propriété, là, c'était pas son fort. Il se permettait beaucoup de choses à l'époque. Okay. Mais ouais, la fille du propriétaire est arrivée, puis il a dit votre père m'a donné l'autorisation, il a fait ça avec sa tête. Mais, OK, mais sans joke, si c'est vrai, je trouve ça écœurant, l'imagination de ton grand-père. Toi puis Serge, qui l'a ramassé? Honnêtement, c'est plus Serge que moi. Ouais. En fait, la maison avait été vandalisée. C'est pas les Mexicains qui ont fait ça avant de quitter. C'est mois de mars, ça doit faire au moins une quinzaine d'années. Moi puis Serge, on s'en va dans la roulotte des travailleurs étrangers. On s'assure que, partir là, être sûr que tout est beau. Puis là, on se rend compte qu'il y a une vitre de cassée, puis qu'il y a des jeunes qui sont allés faire du vandalisme. Fait que là, on rentre dans la roulotte. Puis là, les deux présidents, regardent ça à la table. Puis c'est une surprise. Il y a un petit os à la table. Mon homme, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va pas aller chercher un employé. Non, on le ramasse, tu sais. Moi, je suis dédaigneux. Fait que, tu sais, le chandail autour du nez, puis là, un avec le balai, puis l'autre avec la pelle, puis on ramasse. Hey, mais sans blague, jamais, tu sais, si quelqu'un m'avait demandé de miser sur c'est quoi tes 2 vérités et ton mensonge aujourd'hui, je te le jure sur la tête de mes enfants, j'aurais jamais pensé que... c'est drôle, je sais. Je trouve ça très drôle. Puis, vous êtes 12, peux-tu me nommer? Non, je peux pas te nommer. Ah, OK, fait que le mensonge, c'est les 12. Ouais, en fait, on est 9. Ah, c'est ça. Ouais. OK, fait que vous êtes quand même 9. Ouais. Okay. Ouais. Quand tu sais, mettons, mon père, mes petits cousins sont là, tu sais, sur le lift. J'ai mon père qui fait stationnement avec le Marie Sylviane, c'est tout ça ensemble. On peut monter jusqu'à 9 Dion quand même sur le plancher de vente à Sainte-Thérèse. Fait que les 2 autres affaires sont vraies. Ah, ouais. Écoute, c'est les 2 seules anecdotes que j'ai trouvées. Mais c'est des bonnes anecdotes. Serge va être content quand il va écooter que tu ramènes cette belle histoire-là. Je sais qu'il l'a oublié, mais là, ça va lui... Là, vraiment, il va s'en souvenir, Serge, que ça a déjà existé dans cette histoire-là. Je présume que c'est un défi, les employés étrangers, présentement, pour la... C'est-tu segmenté? Comment ça marche chez vous? Chez nous, on a 24 travailleurs mexicains, principalement. Moitié agricole, moitié non agricole. Ouais, les agricoles, il n'y a pas de problème, ça va bien. Les non agricoles, c'est un défi, effectivement. Dans la CMM, le gouvernement a mis des resserré les règles là, au niveau de l'obtention des EIMT de ces travailleurs-là. Donc, ce qu'on fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a un magasin à Sainte-Anne-des-Lacs, puis on fait de l'aménagement paysager là-bas aussi. Donc, on peut faire des demandes dans le magasin là-bas. Puis, ensuite, le taux de chômage là, qui varie. Donc, on est capable d'avoir nos travailleurs pour l'instant. Mais oui, effectivement, c'est un risque qu'il faut réfléchir. Puis, si on perd cette main-d'œuvre-là, c'est vraiment un enjeu qu'on va avoir. Là. Fait que ça veut dire que tu es à 10 tu as 24 employés sur 240. Okay. Ouais. Mais c'est essentiel, là, je veux dire, à la survie de nos organisations puis notre industrie, parce que sinon, nous, on a essayé de le faire dans le COVID, là, de penser qu'on allait aller travailler dans le champ, puis c'est ça, c'est un peu plus difficile. Oui, non, c'est clair. C'est pas la même réalité. Non, des gens super importants dans notre entreprise. Puis, tu sais, les travailleurs étrangers, je peux faire un peu de pouce là-dessus, mais chez nous, on a traduit toutes nos valeurs en espagnol, puis on essaie vraiment de les considérer comme nos égaux. C'est super important. Moi, je parle quand même bien espagnol. Puis, tu sais, on les invite, tu sais, toujours dans nos fêtes. Puis, quand on donne des mentions d'honneur à nos employés, on a mis en place avec les RH, tu sais, un programme de reconnaissance d'employés à tous les mois. Chaque directeur, tu sais, va soumettre la candidature
d'employés qui ont fait un peu, qui ont adhéré aux valeurs ou qui ont fait des belles actions ou qui ont été des ambassadeurs en fait des valeurs. Puis là, les Mexicains aussi, on essaie de leur donner de la reconnaissance au travers leur travail qui est super important. Cool. Tu sais, tantôt, tu parlais du comité de direction. Je vais revenir un peu dessus. Là. Ouais. Ça fait-tu longtemps que votre setup est monté de même, 9 personnes, les gens dessus, tout le kit, ou tu l'as fait évoluer au travers du temps? Puis je suis aussi curieux de voir, tu sais, vous avez été suivi la méthode Scale-Up, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis vous avez, tu sais, tu as fait le B. C'est où que tu es allé chercher tes sources d'inspiration pour amener ton comité de direction là? Puis dans tes rêves, tu l'amènerais où dans le futur pour permettre de suivre l'évolution de la business? Oui, tu sais, fut un temps où on faisait même pas de réunion. Là. Okay. On est commencé de loin quand même. Là. Tu sais, dans le temps de nos parents, on se parlait, mais on se parlait pas. On s'assoyait pas. Puis, c'est beaucoup quand Caroline est arrivée, qui venait des grands bureaux comptables, qui a amené plus de rigueur à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'on a commencé à être coaché par Cléo Maheu, où là, on a commencé vraiment à avoir une vision. Il y avait ça un BIAG ou une vision de mission, là, whatever. Là. Mais là, on avait vraiment une vision plus claire. On avait des objectifs trimestriels, annuels, trimestriels, mensuels. Fait que c'est toujours ça, le rôle de haute direction, je pense, c'est d'avoir des objectifs clairs, d'avoir une vision, puis objectifs, 10 ans, 3 ans, 1 an, puis d'écouler ça au quotidien. Peut-être sûr que ton quotidien il est aligné sur la vision. Fait que ça a été avec Cléo beaucoup qu'on a bâti la structure des comités. Puis, tu sais, ça nous sert bien aujourd'hui parce que, justement, on a beaucoup d'alignement. Tu sais, une entreprise, si t'es pas aligné sur les mêmes projets puis que, tu sais, tout le monde travaille un petit peu de son côté, mais t'as pas de cohérence puis tu génères pas au niveau de la rentabilité puis de l'efficacité de tes projets, là, c'est tellement important. Donc, puis oui, à l'EEB aussi, tu sais, quand tu fais l'EEB, tu rencontres tellement de bons entrepreneurs qui viennent te raconter leur parcours. Fait que ça a été marquant pour moi. L'EEB, j'ai terminé en 2024. Ça fait pas si longtemps, en fait. J'ai commencé fin de pandémie, puis on a fini, c'est un programme de 2 ans, là, donc 2022 à 2024. Puis, tu sais, là-bas, c'est ça, sur 12 modules, mais tu rencontres plein d'entrepreneurs qui viennent de partager leur histoire, puis leurs bons coups, leurs moins bons coups surtout. Tu sais, souvent, tu apprends plus dans les erreurs puis les apprentissages que les autres entrepreneurs ont fait. Puis eux aussi, tu sais, ils parlaient un petit peu de la structure de leur comité de direction puis tout ça. Fait que, ouais, ça vient de là. Puis tu penses que tu es une certaine maturité sur la méthode que vous utilisez ou tu penses qu'il y a encore des améliorations à apporter sur le comité de direction? Bien, c'est une bonne question. Je trouve que ce qu'on a amené, la gestion par division, fait qu'on travaille trop en silo. Fait que, tu sais, oui, l'aménagement paysager, ils sont autonomes, ils ont leur comité des services, ils ont leur direction, ils ont leur état financier, mais à un moment donné, ça fait qu'ils sont tellement autonomes puis ils ont leurs objectifs que je trouve qu'on a perdu un petit peu la synergie du groupe Dion au complet. Fait que là, j'essaie de... je m'assure en fait qu'on a des objectifs communs pour tout le monde, globaux. Puis comment ils participent, eux, à l'apport de cet objectif-là? Oui, bien, c'est ça. Il faut qu'on s'assied un peu en plan stratégique ou en lac à l'épaule puis qu'on réfléchit. Regarde, c'est quoi nos objectifs? Là, on s'enlève le nez un petit peu de nos divisions, là, tout le monde, là, parce qu'on est né dans les opérations. Des fois, on prend du recul. Puis c'est où qu'on veut Jardin Dion dans 10 ans? Là? C'est quoi qu'on veut être? Puis là, comment qu'on va se fixer des objectifs pour se rendre jusque-là? Puis là, après, ben, dans le comité de direction, ça, c'est un peu la job du président, d'assurer que tout le monde challenge, même si tu te sens moins concerné par l'objectif, mais il faut que tout le monde quand même participe à la discussion puis soit imputable aussi du résultat. Mm-hmm. Non, c'est des défis qu'on a aussi. Là. Je pense que ça vient avec un peu la taille de l'organisation puis la progression, cette espèce d'hyper-croissance-là, parce que vous en avez connu une croissance assez phénoménale là, avec la diversification de vos opérations. Oui. Puis, je dirais aussi, comme tu dis, une grosse direction, ça a un prix. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on l'assume. D'avoir un comité de direction comme ça, c'est sûr que ça améliore notre qualité de vie, mais ça a un coût. Ça a un coût. Tu sais, on l'a vécu l'époque où on faisait tout le marketing nous-mêmes, puis on faisait les publications, puis qu'on faisait nos vidéos, puis qu'on faisait nos RH tout seul. On l'a vécu, puis volontairement, on a décidé d'embaucher des directeurs parce qu'on avait 4 enfants, puis on voulait une certaine qualité de vie, mais c'est un choix après ça sur la rentabilité de l'entreprise, mais là, tu viens de te créer une grosse masse salariale, tu sais.
Donc, ça prend du chiffre d'affaires pour absorber tous ces frais fixes-là. L'admin, c'est du frais fixe, là. Ouais. Donc, le coût est là quand tu ouvres la porte le matin, peu importe ce qui se passe, peu importe combien il y a de ventes. C'est un choix, je me demande, probablement qu'on ferait plus d'argent si Mathieu serait, puis Hélène, puis Caroline seraient à la caisse, puis Mathieu ferait tous les achats de végétaux, mettons, puis Hélène, on serait plus opérationnel. Ben, on ferait plus d'argent, je sais pas, mais on travaillerait notre qualité de vie. Là, je suis quand même capable de dire que je suis capable de quitter le magasin à 5 heures, puis le matin, si j'arrive à 9 heures, il n'y a pas personne qui me cherche. Là. Mais ça fait aussi que c'est, là, j'utilise le terme anglophone, là, mais scalable. Là, tu peux faire grandir l'organisation parce que tu as une base, tu as un comité de direction qui ne dépend pas. Ce n'est plus que Mathieu. Dion, c'est pas mal plus que Mathieu, plus qu'Hélène, plus que Caroline, plus que Max. Fait que, je pense que c'est une bonne décision parce qu'on a pris la même chez nous aussi. Mais c'est ça. Oui, il y a un coût, puis je suis 100% d'accord avec toi. C'est des cycles, hein, les entreprises, c'est ça. Ça dépend si tu es en démarrage, puis ça dépend t'es où. Nous, après 72 ans de cycle, tu arrives à un moment donné maturité, mais ça te prend du monde, si tu veux soit remonter ou descendre, mais si tu veux continuer, ça te prend des gens compétents, c'est sûr que tu peux pas faire ça tout seul. Là. Tantôt, tu as évoqué de quoi qui est venu me mettre des petites questions dans ma tête. Tu disais, c'est cool parce qu'habituellement, c'est dans la période hivernale qu'on a le temps de travailler puis de tabler sur des projets. Puis on a déjà eu la discussion sur comment on fait dans une business saisonnière pour essayer d'allonger notre année. Parce que c'est tellement intense puis c'est tellement court comme saison. C'est sûr qu'avec le paysagement, vous avez automatiquement allongé. Mais on a déjà parlé de boutique de Noël, on a parlé de façon d'allonger l'année. Mais c'est un grand luxe qu'on a comme industrie de dire hey, on a le temps de s'asseoir l'hiver, réfléchir à nos process. Tu sais, cartographier là, ton customer journey, là, c'est le genre d'affaire que si on était 12 mois par année dans le tapis, on ne serait pas capable de faire ça. Tu sais, je veux dire. Il y en a qui le font. Les quincailleries le font pareil. Mais oui, c'est un luxe d'avoir une période d'arrêt. Tu peux aller en vacances. Je veux dire, l'hiver, on a quand même. Ça passe vite l'hiver, là. On a quand même beaucoup de choses à faire, puis on fait de la production en serre. Mais quand même, cette période d'arrêt-là est quand même bénéfique. Nous, on fait les boutiques de Noël. À Sainte-Thérèse, on a quand même une grosse boutique de Noël. Sainte-Anne-des-Lacs, on fait une petite boutique de Noël. Je te dirais que fut un temps encore où on essayait vraiment de prolonger la saison, où on cherchait plein d'avenues pour amener du revenu en basse saison, janvier, février. Puis on dirait qu'avec le recul, puis avec beaucoup de calculs, on s'est rendu compte que pour nous, la meilleure chose à faire en basse saison, c'était vraiment de limiter les dépenses au minimum. Puis, tu sais, j'ai fait partie des comités de diversification. Là. J'ai participé à plein d'ateliers sur comment on pourrait diversifier notre offre pour justement faire des ventes 12 mois par année. Puis on a essayé des choses au Jardin Dion, essayer de vendre un peu d'alimentation, nourriture pour animaux. Il y avait des projets avec Botanix. Puis mis tellement d'énergie au final, pour moi, là, c'est très personnel, mais après la boutique de Noël, puis même la boutique de Noël, on l'a shrinké pas mal. Là. Après, pour moi, c'est de réduire les dépenses au minimum. Puis justement, à partir de décembre, janvier, février, mars, il faut que tu sois ligne, puis il ne faut pas que tu aies trop de charges, parce qu'encore là, c'est du frais fixe dans ton année qui est tellement saisonnier que... Mais tu sais, nous, on veut être les meilleurs en horticulture. Là. On s'est dit... on fait de l'horticulture mois d'avril, là, on est cette année, on va peut-être avoir un printemps hâtif, là, on est chanceux, je pense. Là, j'espère, c'est ce qu'on pense. Mais on veut faire de l'horticulture à côté, mars, avril, puis le début de saison, puis même les fins de saison, on fait de l'horticulture jusqu'au mois de décembre, là, quasiment novembre, décembre. Fait qu'on veut vraiment être les meilleurs dans ce qu'on est bon, dans ce qu'on aime, puis tout ce qui est comme trop connexe de la distraction. Moi personnellement, je ne suis pas un fervent de ça, mais j'aime beaucoup l'agro-touristique. J'écoutais ton entrevue la semaine dernière avec Eliana, qu'est-ce que ça s'appelle? Puis ça aussi, j'y crois, l'agrotourisme. À notre site de Blainville, c'est un petit peu ce qu'on veut faire pour justement générer des activités puis du revenu, mais surtout en été, automne. Mais l'hiver, on se repose un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on vit, nous autres, chez Villeneuve. L'agro prend une place de plus en plus importante. Fait que c'est cool de voir que vous prenez cette avenue-là puis que ça va encore faire résonner la marque Dion puis le nom Dion encore plus. Là. Fait que c'est... Les gens sont friands de ça, l'expérience agricole, surtout qu'on est en milieu urbain. Les gens sont tellement sur les écrans tout le temps, puis les jeunes aussi, sont beaucoup... ils bougent pas assez, puis c'est ça, les écrans, les tablettes, mais de les faire sortir, les faire découvrir la vie agricole, le retour à la terre, les serres, les gens,
ils veulent ça, je pense. C'est sain. Là. Tellement pas loin de tous les centres urbains, là, où est-ce que ça va être le complexe. T'as Blainville, t'as Lorraine, t'as Terrebonne, t'as Sainte-Thérèse, sont tous à côté. Fait que je pense que vous faites une bonne avenue en allant vers là. Ah ouais, c'est un projet qui m'allume vraiment beaucoup. On est en phase 1 en ce moment. Là, c'est un petit, on veut mettre en place l'aire de vente, système de caisse. Il va y avoir juste un petit poulailler. On va faire une grosse murale sur notre garage. On avait un garage que la peinture était défraîchie, puis on a engagé une artiste peintre qui va faire une giga murale là, sur le mur. Là, ça va être vraiment beau. Module de jeu pour enfants, puis on va vendre du blé d'Inde. Okay. C'est la phase 1, mais on a une belle terre, on a des beaux champs en arrière. J'ai de la place pour faire un stationnement. Fait que c'est sûr qu'en phase 2, 3, j'aimerais vraiment développer le projet là-bas. C'est cool. Puis, tu sais, on voit quand même qu'il y a une concentration géographique. Tu l'as dit tantôt, on a assez la Rive-Sud, on a assez Québec, puis tout. Mais, tu sais, vous avez une concentration géographique, puis vous êtes une entreprise, autant l'organisation que vous, comme propriétaire, hyper impliqué dans la région. Tu sais, moi, j'étais aux premières loges de vous voir avec l'implication que tu as faite au Jeux du Québec pour Blainville, c'est le comité de candidature. C'était vraiment impressionnant ce que vous avez fait, mais je pense que vous avez toute cette notion, cette je vais dire, volonté d'implication-là. Ça vient dans Marc Dion, j'imagine, c'est ça? Ça vient dans le contrat. Oui, non. Non, mais peut-être. Notre grand-père, nous, il était super impliqué partout dans la région. Il a gagné le prix Michel Bohec, qui est la personnalité de l'année dans la Chambre de commerce en 1960, je sais pas quoi. Là, fait que notre grand-père était partout, puis le Club Lyon, le Club Optimiste. Fait que, nous, on a été élevés avec ça. Puis après, Serge, qui était président avant moi aussi, était vraiment super impliqué au niveau communautaire. Puis, nos parents nous ont toujours dit que c'était important de redonner à la communauté. La communauté est bonne avec nous. C'est nos clients, ces gens-là. Puis, on vit dans un milieu, une MRC. C'est important de contribuer au bien-être soit des plus démunis ou... comme là, nous, le projet sur lequel on travaille beaucoup, c'est le Parc du Domaine Vert. Là. Je suis d'ailleurs président d'honneur du tournoi de golf au profit du Parc du Domaine Vert. Julien, si tu veux venir... On était là l'année passée, le 15 juillet, oui, avec ton associé Martin était là. Pas très bon au golf, mais il était là. C'est un autre dossier. Mais le parc, c'est un beau leg pour nous de s'impliquer dans un espace vert comme ça. Pour Jardin Dion, ça a du sens parce qu'on est en horticulture. Puis, fait que c'est des causes qui nous tiennent à cœur, puis écoute, on le fait pas besoin de nous tordre un bras. On le fait parce que vraiment, on croit que c'est important pour la région. Des familles comme nous, des entreprises comme nous, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas tout le temps les multinationales américaines qui viennent s'installer dans la région aussi, qui vont être impliquées, puis qui vont donner à... Ils le font, mais... ils donnent de l'argent souvent, ils donnent pas de temps. Fait que donner aux moissons, des choses comme ça, c'est tellement important. Bien, puis c'est cool parce que vous le faites vraiment des deux côtés, là, la partie implication, je vais dire financière puis support, mais l'implication de temps, tu l'as dit, c'est super important. Mais vous êtes vraiment là, dans le marché québécois, vous êtes horticole, vous êtes pas mal dans ceux qui s'impliquent le plus dans leur région. Fait que c'est cool à voir. Puis, nous, on vous regarde, on vous suit, puis on essaie de s'impliquer nous autres aussi comme on peut. Là. Je sais que tu t'es impliqué avec Martin, ces Jeux du Québec. Puis je tiens à te féliciter parce que ça a été des Jeux du Québec incroyables à Blainville. Merci, bonne chance à vous autres. Je sais que tu es impliqué dans la candidature de Terrebonne. Donc, on va espérer les avoir pour 2029. Je le souhaite. Ouais, ça a l'air d'un méchant beau trip à faire, de voir les jeunes là, graviter là-dedans, ça a l'air vraiment cool. Là. Vraiment, vraiment, les Jeux du Québec, c'est un événement qui rallie les jeunes, puis toute la région du Québec. C'est là, tu vois, toutes les régions, les 19 régions administratives du Québec, je trouve que ça le ramène un sentiment un peu de patriotique, je te dirais, même de voir toutes les régions qui viennent, puis là, t'es comme, moi, je viens des Laurentides, c'est cool. Fait que là, je supporte les Laurentides, puis là, t'es comme fier de ta région, mais la gang de la Côte-Nord qui arrive, qui, eux, sont vraiment fiers de leur région, puis comme ça amène ensemble une énergie qui est vraiment belle à vivre. Ah, vraiment cool. C'est vraiment cool à voir. Tu sais, j'aurais le goût de te demander, tu regardes combien d'années? Tu as dit tantôt, Dion? 72. 72 ans. Je te demanderai pas dans 72 ans où est-ce que tu te vois, parce que selon moi, tu vas être 2 pieds sur le pouf. Mais... tu vas... le cercueil. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas être prophète, mais dans, mettons, 10-15 ans, c'est quoi la vision que vous avez pour Dion présentement? Où est-ce que vous voyez? C'est-tu de continuer à faire vos 3 divisions puis grandir là-dedans? C'est où? Oui, l'agro-tourisme, c'est une avenue qui est intéressante. C'est quoi votre vision que vous avez comme comité de direction?
Oui, l'agrotourisme va prendre beaucoup de place dans les prochaines années, court terme, là, mettons 4-5 ans, puis peut-être probablement plus. Là, je pense qu'on a vraiment semé quelque chose. Tu sais, nous autres, au niveau de la vente au détail, je suis quand même heureux avec le réseau que j'ai là, puis j'ai pas nécessairement d'ambition d'avoir un réseau pan-canadien ou pan-québécois nécessairement. Fait que, mais tu sais, c'est toujours d'être à l'affût des opportunités. Les opportunités, tu sais, des fois, on ne court pas après. Tu sais, vous le savez, vous avez fait des acquisitions aussi. Je pense que c'est de sortir, d'aller dans les colloques, tu sais, Expo Québec vert, parler avec du monde, être impliqué dans l'industrie. Puis à un moment donné, en parlant avec du monde, mais là, les opportunités viennent. Fait que, tu sais, je peux te dire je te garantis que dans les prochains 10-15 ans, s'il y a des opportunités, on va les regarder. Ouais. Mais si j'ai un plan, dire on va aller sur la rive sud ou on va... Tu sais, non, parce que j'ai de la misère à me projeter. Ouais. Mais tu sais, je suis satisfait. Il faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Là, ce qui est important, c'est ton bien-être, ton niveau d'énergie. Donc, tu sais, je suis satisfait en ce moment avec le réseau qu'on a là. Développer l'agrotourisme, les centres de jardin. On a fait beaucoup de rénovations au magasin de Sainte-Thérèse l'année dernière. Donc, on espère donner un autre souffle à notre magasin de Sainte-Thérèse. L'aménagement paysager, on a une super équipe qui est là, qui est en super croissance. Donc, eux, il y a peut-être des projets de déménagement un petit peu de leur bureau, puis optimisation. Donc, on est là-dedans. Géographiquement, on aimerait aller un peu plus vers le nord au niveau de l'aménagement paysager. Là, il y a des belles tendances vers Tremblant, puis un peu plus vers le nord. Donc, c'est des choses qu'on regarde, mais ce qui est important, pour moi, j'ai 4 enfants, fait que c'est sûr que j'aimerais éventuellement peut-être avoir la chance de travailler avec mes enfants. Mes cousines aussi ont des enfants, donc si on est capable de se rendre jusqu'au moment où on pourrait impliquer nos enfants dans les entreprises, s'ils le souhaitent, mais c'est sûr que ça pourrait être super cool. Puis, non, c'est ça. Okay, fait que la progression, je la regarde, elle va se faire naturellement parce que je regarde géographiquement, même en termes de génération, tout ça, je vois que c'est vraiment... vous ne cherchez pas le coup de circuit, là. Ce que vous cherchez, c'est y aller... c'est la pérennité de l'entreprise, c'est continuer d'être là les 72 prochaines années. Une entreprise qui vit 72 ans, c'est pas nécessairement à force de coup de circuit. Non. C'est de la stabilité, c'est de la croissance, gestion de la dette, gestion des cash flows. Pour vrai, dans mon milieu, cet hiver, j'ai vu plein de faillites de gens qui ont fait des coups de circuit, puis pas en horticulture, là, dans d'autres domaines. Là. Puis tu dois en entendre aussi des histoires. Là. Mais des coups de circuit, ça marche pas à tous les coups. Puis, fait que c'est vraiment un mindset d'entreprise qui ont une vision long terme. Fait que c'est nous on a ça, tu sais. Fait que c'est de la croissance prudente. Puis, tu sais, je vis bien avec ça. Pour comme je te dis, les opportunités, on les écoute, puis on les regarde, mais tu sais, gestion de la dette aussi, tu sais, qui est super important. Nous, on a des budgets d'investissement, puis on essaie de respecter nos budgets à chaque année, puis pas trop démordre de ça, parce que, tu sais, le contexte est... le contexte, c'est pas... Le contexte fluctue, fait qu'il y a tellement de variables que tu contrôles pas que tu te dis, on va... Niveau de risque, Puis, tu sais, en vieillissant aussi, le niveau de risque... J'ai 41 ans, là, je suis encore jeune, là, mais on dirait que peut-être... ou de prendre moins de risques peut-être que là, quelques années. Non, puis je pense que les entreprises qui vont travailler dans cette ligne-là vont avoir accès à des tonnes d'opportunités. Après ça, il faut les choisir. Comme tu l'as dit, il faut les scorer, les choisir, parce qu'il va en avoir, parce que le marché, il est pas facile. Tu parlais d'autres industries, là, construction, transport. Il y en a là, une trolley que c'est pas des industries que ça va super bien présentement. Fait que c'est ça. Fait que je pense que votre stratégie puis votre réflexion, c'est la bonne à adopter dans le contexte actuel. Mais c'est ça. Oui, je pense que oui. Donc, c'est ça. C'est de rester prudent puis être à l'affût de c'est ça, comme je te disais. Okay. Puis, à quel point ça a évolué entre les premières journées que tu entendais, tu sais, tu étais dans la maison, tu entendais dans le cours en arrière, tu avais 10-12 ans, tu entendais les affaires, mais à quel point ça a évolué? Tu sais, genre, toi, la vision que tu as, là, de dire la business de là, 31 ans, 30 ans, puis aujourd'hui, tu as été au premier loge pour le voir, là. Écoute, c'est plus la même compagnie, là. C'est sûr, tu sais, le magasin de Sainte-Thérèse, il a tout le temps été là, il a toujours été... Puis c'est ça que j'avais dans ma cour, fait que... Mais, tu sais, ce qui a vraiment évolué, c'est surtout l'aménagement paysager qui a été fondé par ma mère. Puis, tu sais, j'étais là au début quand ça a commencé avec 4, 5, 8 employés, puis on faisait des petits jobs d'aménagement paysager. Moi, quand j'étais jeune, je travaillais sur l'aménagement paysager. On avait beaucoup d'employés portugais chez nous à l'époque, puis, tu sais, je faisais du pavé uni avec les Portugais, puis à coup de pied, puis, tu sais, c'était rough, là, quand même. Là. Moi, je leur charriais le pavé, puis eux autres, ils posaient, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'était petit, mais ça a tellement évolué
rapidement. Mais tu sais, comme je te dis, ça a évolué, mais pas en coup de circuit. Non. C'est vraiment sur la durée, à coup de une année à la fois, petite croissance, puis tu sais, le nombre d'employés. Maintenant, je t'ai dit, on est rendu 225, mais quand on est devenu actionnaire, puis tu sais, pendant la pandémie aussi, ça a été un accélérateur de fou, mais ça a augmenté de 10-15 employés par année. Puis, c'est ça. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que nous, Jardin Dion, on travaille beaucoup plus maintenant sur le chiffre du bas que sur le chiffre d'affaires. On est comme à un stade où là, on veut consolider un petit peu notre réseau puis nos dépenses. Puis donc, on travaille vraiment, vraiment plus sur la rentabilité de ce qu'on a en ce moment que juste augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Puis, tu sais, je peux te donner un exemple. Mon magasin à Sainte-Anne-des-Lacs, les résultats sont meilleurs que mon magasin de Sainte-Thérèse qui génère pourtant, 3 fois le chiffre d'affaires que le magasin là-bas. Mais fin de l'année, le plus petit magasin génère plus de bénéfices nets. C'est sûr que là, j'ai plus de l'admin un peu, puis tout ça, mais quand même, les ratios sont meilleurs là-bas. Fait on se pose des questions vraiment encore sur le modèle, puis les pieds carrés, les ventes aux pieds carrés. Le magasin de Sainte-Thérèse qu'on a rénové, on l'a rapetissé. Ça peut être contre-instinctif, intuitif, mais on pense qu'on va faire les mêmes ventes avec un magasin plus petit, mais avec moins de main-d'œuvre puis plus de rotation des stocks. Donc, on est vraiment là ces années-ci. Là. Ah oui, puis c'est ça, c'est le name of the game, c'est la gestion de l'inventaire. Là. Rentrer du stock que tu vas sortir. Ouais. En horticulture, l'inventaire, ça coûte tellement cher. C'est l'arrosage, du désherbage. C'est pas comme un inventaire de pavé uni, là, justement. Vous savez, là, vous avez un petit peu. Vous en avez un petit peu chez vous. Un petit peu d'inventaire. Ouais, fait que pour nous, c'est beaucoup du just-in-time là, qu'on cherche. C'est d'avoir des partenariats avec des fournisseurs comme vous autres, puis d'autres qui vont avoir des bonnes ententes commerciales, puis après ça, livrer le bon stock au bon moment. Puis être efficace au niveau de la gestion des étiquettes, des beaux produits. Puis ça me dérange pas. On vit plus dans le déchargement de vannes. C'est plus de logistique, mais c'est moins d'inventaire. Au final, c'est moins de main-d'œuvre. On a toujours du beau stock. Puis le client, il s'en rend pas compte. Tu sais, le client, que tu en ailles 57 ou que tu en ailles 20... Il venait pour 16. Non, mais c'est peut-être le 7, c'est peut-être pas un bon exemple. Non, mais un hydrangé Annabelle, des fois, tu n'as pas besoin d'en avoir 40 sur ton plancher de vente. Si tu en as 10 puis que tu es sûr qu'il est tout le temps beau puis tu en reçois 10 à chaque semaine, mais... Fait qu'on est beaucoup dans l'optimisation. OK. Vraiment cool. Ben écoute, ça fait un bon tour de ce que j'avais besoin de te jaser aujourd'hui, que j'avais le goût d'entendre de toi. C'est vraiment cool. Puis je pense que le monde qui va écouter le podcast vont pouvoir avoir un peu de piste de solution de comme un des grands du Québec, là, parce que c'est une des grosses business horticoles du Québec. Structure un peu ses opérations. Puis j'ai une question, grosse question à la fin. Si tu étais une plante... Ah, là, tu t'en souviens, hein? Ah, ouais, tu t'en souviens, hein? Oui, je m'en souviens. Puis Akuro Nishiki n'est pas une réponse admissible vu qu'il y en a. Mais, tu sais, pour représenter Dion, c'est quoi que tu verrais? Ça serait quoi ton réflexe? Ouais, j'ai pensé à ça quand j'écoutais Liana un peu. Ben, tu sais, ça serait une plante qui vit longtemps. Je penserais au Ginkgo biloba. Tu sais, un arbre qui est solide, qui a une croissance... chaque année, mais qui est raisonnable. Ça pousse pas trop vite, ça pousse quand même lentement, mais ça pousse, tu sais. Mais c'est solide, tu sais, puis sa vie, le Ginkgo, ça peut vivre 1000 ans, là. Donc, ça serait ça. C'est nice. Bonne réponse. J'aime ça. Je m'attendais à une réponse dans cette essence-là. Là. Fait que, vraiment cool. Fait que je te remercie encore de ton temps. Ça a été très apprécié. Puis, on se recroise bientôt. Merci. Salut, Matt.